Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Dans la vie culturelle de notre département, il y a des rendez-vous forts, des marqueurs de l'année. Il y a bien sûr les rendez-vous de l'Erdre à la fin du mois d'août. Il y a en juin le Hellfest par exemple, à la Toussaint, ce sont les Utopiales. Et fin janvier, début février, c'est bien sûr la folle journée. Alors c'est pas dit qu'on retrouve le même public dans chacune de ces manifestations. Quoique. En tout cas, pour les journalistes, des fois on appelle ces rendez-vous des marronniers. Mais pour les spectateurs que vous êtes, que nous sommes, ce sont de douces habitudes, des symboles, des rituels. Et ce soir, nous allons donc parler de la folle journée, le rendez-vous de la musique classique, mais pas seulement, qui va démarrer dans un peu moins d'un mois, en région et également à la Cité des Congrès. Mais on en parle surtout à la veille de l'ouverture de la billetterie, qui est aussi un autre rituel. Le 18h de Télé Nantes aime naturellement la folle journée. C'est parti. Et pour cette 22e édition de la Folle Journée, c'est la nature qui est à l'honneur. On en parle avec nos deux invités. René Martin, bien entendu, le fondateur de cette Folle Journée et son directeur artistique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et la nouvelle directrice générale de la SAEM, ce nom barbare, Société administrative d'économie mixte, Joëlle Kérivin, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc pour cette 22e édition, avec cette année le thème de la nature. L'an dernier, c'était les passions qui vous animaient, nous animaient. L'an prochain, ce sera la danse. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. C'est la mort du compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez, qui est mort le 5 janvier. Qu'est-ce qu'il représentait pour la musique classique, René Martin ? Je pense que c'était, après les années 50, 1950, c'était la personnalité la plus importante quasiment au niveau mondial. C'était un compositeur exceptionnel, mais c'était surtout un théoricien. Et c'était un immense chef d'orchestre et il a fait bouger les choses. Assez mal connu en France, plus plébiscité aux États-Unis. Hein. Oui, il a dirigé l'orchestre de Cleveland, l'orchestre philharmonique de New York. D'ailleurs, il habitait en Allemagne parce qu'il s'était fâché. Il avait un caractère assez... Bien trempé, bien trempé. Et donc, Malraux lui avait commandé une étude sur la vie musicale française et il l'avait commandé également à Landowski. Et Malraux a conservé l'étude de Landowski et il n'a pas conservé l'étude de Boulez. Donc, il a claqué la porte. Il est parti s'installer en Allemagne. Mais il avait toujours il a créé l'ensemble intercontemporain qui est venu d'ailleurs aux Folles Journées à Nantes, qui est venu à Tokyo. J'ai programmé souvent des œuvres de Boulez. D'ailleurs, dans cette Folle Journée, il y a quelques œuvres de Pierre Boulez. Notamment le dialogue de l'ombre double qui était programmé avant même, évidemment, vous sachiez tout ça. Oui. Et puis, moi, j'ai un faible plutôt pour la deuxième période au niveau de ses créations. Il est plus... je dirais, il y a plus d'émotion. C'était un théoricien dans ses premières œuvres, donc c'était difficile parfois à avoir un très large public. Il n'est jamais venu en personne, du coup, à la Folle Journée, mais voilà, ses œuvres ont souvent été jouées. Oui, en tout cas. Je l'ai souvent invité, mais il était fatigué, et donc pour lui, c'était difficile de venir. Alors, l'autre actualité, c'est demain, bien sûr, l'ouverture de la billetterie de la Folle Journée avec pas mal de nouveautés cette année, puisqu'il y a bien sûr la billetterie physique à la Cité des Congrès, comme d'habitude, mais également l'ouverture sur Internet en même temps. Et puis aussi, vous avez, alors ça c'était un peu une habitude, les fans de la Folle Journée camper dans la Cité des Congrès la veille de l'ouverture de la billetterie. Ça, vous y avez mis un terme. Alors effectivement, on a déjà des personnes qui campent devant la Cité des Congrès. Depuis jeudi, vous me Voilà, disiez. depuis jeudi en fin quand même de nuit. Et puis effectivement, la Cité par contre n'ouvrira plus ses portes la veille en fait pour accueillir le public. Mais en fait, on revient au schéma initial qui existait il y a déjà 6 ans. C'est aussi pour des raisons budgétaires, on ne va pas se le cacher. Ouvrir la Cité des Congrès absolument. À ces gens qui font la queue, ça avait un coût. C'est un choix, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, quand on regarde le budget de la Folle Journée, d'un tel événement, on se dit, effectivement, quand on est dans un environnement de contraintes économiques, il y a en tout cas des budgets qu'on souhaite plutôt affecter pour privilégier la dimension artistique et la médiation culturelle. Et c'est le choix qui a été opéré. Puisque c'est ça vraiment le contexte, c'est des contraintes budgétaires. Elles s'appliquent aussi à la Folle Journée, mais plutôt que de sacrifier des ensembles qui pourraient venir, de sacrifier la programmation, on va peut-être renier sur ce genre de choses. C'était ça aussi le choix. Exactement, mais ça a été cela pendant presque 18 ans. Oui, tout à fait. Ça a toujours été ça. Oui, les portes ouvraient à 8 h le matin. Alors parfois, les portes s'ouvraient un peu plus tôt parce qu'il faisait moins 10. On a eu des années avec beaucoup de neige, beaucoup de froid ou des tempêtes. Mais autrement, la porte a toujours ouvert le matin.
Alors, il y a aussi, donc je le disais, en même temps, l'ouverture de la billetterie sur Internet. Ça fait aussi partie des objectifs de la folle journée dorénavant, de dématérialiser les tickets. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on supprimera intégralement la billetterie sur site, mais on la diminuera. Effectivement. Donc voilà, mais il y aura toujours une billetterie sur site. Sauf qu'aujourd'hui, demain, on a 32 guichets. À l'avenir, on sera plutôt sur un format de 7 à 8 guichets. Voilà, il va falloir se mettre à Internet. Exactement. Ils ont pris le pli déjà, un petit peu, le public de la folle journée. Alors, je ne sais pas s'il a pris le pli. Il y a une partie forcément qui ne l'a pas pris encore et c'est normal. En plus, tout changement forcément suscite des freins, des réactions. Des questions. Je crois que notre travail, c'est avant tout d'accompagner le public vers cette évolution. Et c'est ce qu'on fera, notamment avec l'application qui sera en plus disponible dès demain. Oui, voilà, il y a une évolution plus globale vers le numérique au-delà de la billetterie, une application folle journée pour avoir des explications sur les œuvres pendant les concerts. Et puis aussi, à terme, vous avez envie que les concerts, on puisse les voir sur Internet. Oui, peut-être dans les années futures. Ça, ce sera pour l'avenir. Alors, le thème, je le disais cette année, c'est la nature. C'est donc une édition thématique, comme c'était le cas l'année dernière. Ce sera le cas l'année prochaine aussi. C'est un pari qui a réussi, puisque l'année dernière, vous avez battu des records d'affluence, encore une fois, 154 000 billets. Vous pouviez un petit peu craindre que le public soit désarçonné par ce changement, c'est-à-dire on n'était plus sur des compositeurs ou des origines géographiques, mais bien sur un thème. Et pourtant, le public a répondu présent. Oui, parce qu'au fond, la folle journée, c'est avant tout défendre le répertoire de musique classique. Et là, ça permet au contraire d'élargir encore le panel des œuvres, puisqu'on va de la musique de la Renaissance jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc avec beaucoup de musique baroque, beaucoup de musique romantique. Donc Beethoven, Mozart, Schubert sera présent quasiment dans toutes les folles journées. Mais pour les amateurs de musique baroque aussi, chaque année, il y a des œuvres extrêmement originales. Pour les amateurs de musique contemporaine, il y a aussi des œuvres très originales. Donc avec un thème comme ça aussi, puis on peut surtout montrer des correspondances, des influences, parce que les influences, c'est pas toujours autour d'une époque. La musique de Monteverdi influence des compositeurs d'aujourd'hui, la musique de Bach influence des compositeurs, a influencé Schumann, a influencé Mendelssohn. Donc ça permet de faire un travail encore beaucoup plus large et plus approfondi, je pense, sur les œuvres. Oui, de faire des passerelles temporelles aussi, et puis géographiques, justement. Exactement. Et puis, vous savez, c'est... une musique qui est composée aujourd'hui, évidemment, on la juge par rapport aux autres compositeurs. Mais on lui laisse 50 ans d'existence et on s'aperçoit qu'au fond, elle est peut-être plus tonale, elle est peut-être... et elle vit sa vie. En fin de compte, on ne pose même plus de date autour de cette œuvre. Alors, le thème de la nature, il est un peu évident. En musique classique, il s'est imposé. Alors, il est évident, mais alors que quand je disais que j'avais choisi ce thème, tout le monde me disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va entendre ?» Parce qu'à part les 4 saisons de Vivaldi, la symphonie pastorale de Beethoven, et au fond, c'est vrai qu'on avait peur qu'il n'y ait pas assez de matière. Oui, en travaillant beaucoup, alors il a fallu faire aussi des cloisonnements. Enfin, j'ai travaillé sur les saisons. On connaît les 4 saisons de Vivaldi, mais on connaît beaucoup moins les 4 saisons de Glazunov, les 4 saisons de Philippe Glass, les saisons de Tchaïkovski, enfin énormément. De Galliano aussi. De Galliano également. Énormément de compositeurs ont composé autour des saisons. Sur le bestiaire, par exemple, c'est absolument hallucinant. Je crois que j'ai répertorié presque 600 œuvres autour des animaux, dont la puce s'est mise en musique, l'araignée, l'éléphant, même les dinosaures sont mis en musique. C'est possible. J'aurais pu quasiment faire une journée uniquement autour du thème des animaux. Donc, vous voyez, puis il y a les éléments, enfin, je veux dire... Oui, il y a une répartition comme ça, les éléments, la nuit, les paysages, les pastorales aussi. Exactement. Puis, vous savez, on s'aperçoit, là, et puis je pense que la folle journée va le démontrer, c'est que la nature est extrêmement présente, influence tous les artistes. Quasiment tous les compositeurs ont été influencés par la nature. D'ailleurs, cette programmation est un peu placée sous le signe d'une citation de Sénèque, qui dit « Tout art est une imitation de la nature ». Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est plutôt pour la musique baroque. On essayait d'imiter la nature. Chez les romantiques, on essayait au contraire de la déifier. C'est-à-dire, on aimait être entouré d'arbres et entouré de cascades, de forêts. Et puis ça crée en nous des émotions absolument étonnantes. Mais c'est ce qui est très intéressant, ce que je pense le public va bien percevoir, c'est que au fond, suivant les périodes, suivant les époques, la nature est toujours là pour... comme un guide, et on a besoin de la nature pour composer. Alors, on va retrouver évidemment, vous l'avez déjà dit, des compositeurs classiques, Vivaldi, Debussy, Beethoven, également Strauss, avec l'ensemble Strauss, qui est un fidèle aussi de la folle journée, qui va proposer des compositions autour du Danube, évidemment. Oui, c'est vrai que quand on parle de nature, on pense au fleuve.
Oui. Les fleuves, par exemple le Rhin, tous les grands compositeurs romantiques allemands ont été influencés par le Rhin. Alors tous les compositeurs autrichiens ont été influencés évidemment par le Danube, mais Ou les vous avez Tchèques la aussi, Moldau, oui. vous avez, c'est absolument étonnant. D'ailleurs, je pense peut-être dans les années futures organiser une folle journée qu'autour des fleuves. Ah, vous avez trouvé finalement tellement de choses, ça mérite une édition à chaque part. pays a des fleuves et les musiques traditionnelles sont bercées par les fleuves. Donc vous voyez, la nature, c'est qu'une première partie cette année, je pense. Bon, avez-vous trouvé des compositions autour de la Loire? Oui, alors Il y en a aussi. Là, c'est une commande, c'est une création mondiale. Il y a un chœur, le chœur Jacques Moderne, a travaillé sur l'influence de la Loire auprès des compositeurs. Alors, c'est plutôt des compositeurs de la Renaissance. C'est vrai qu'on aimait beaucoup dans ces magnifiques châteaux de la Loire organiser des soirées musicales. Donc, les compositeurs se déplaçaient. Mais on n'avait pas les moyens de locomotion d'aujourd'hui. Donc, quand ils se déplaçaient, ils restaient 3 mois dans un château. Donc, pendant 3 mois, il avait le temps d'observer la nature, de s'inspirer des paysages. Et là, on va faire quelque chose de tout à fait étonnant sur la Loire. Alors, je le disais, c'est vrai qu'il y a des habitués qui reviennent aussi d'année en année à la folle journée. La pianiste Anne Kefelec, évidemment. Richard Galliano aussi, qui est encore là. C'est des gens qui vous accompagnent. Ils sont des compagnons de route. Oui, en fin de compte, Galliano, c'était la première fois l'année dernière. Ensuite, il est venu au Japon, il est venu à Varsovie. Et il a été complètement émerveillé par la folle journée. Et surtout par un public qu'il ne connaissait pas. Il est connu évidemment du public de jazz, il a ses fans, mais le public plus classique, il ne le connaissait pas du tout. Et là, il s'est aperçu qu'au fond, le public classique réagissait comme le public de jazz. Et c'est lui-même qui m'a dit j'aimerais beaucoup participer l'année prochaine. Et là, il revient encore dans les autres pays à l'étranger. Alors ça, ce sont des habitués. Et puis cette année, il y a aussi beaucoup de nouveautés, aussi des propositions qui vont un peu vers des musiques d'ailleurs, qui ne sont pas stricto sensu de la musique classique. Je pense notamment à l'orchestre andalou de Jérusalem. Je propose de découvrir un petit extrait de leur prestation, on en reparle après. Voilà, l'orchestre andalou de Jérusalem. Un choix qui peut paraître étonnant, on est loin de la musique classique. Mais bon, ça fait plusieurs années que vous faites ce genre de proposition. Oui, parce qu'au fond, la musique classique, qu'on appelle souvent aussi la musique savante, ses racines, c'est la musique populaire. Bartók sillonnait les campagnes, allait écouter, notait les chants des paysans, et ensuite, dans sa musique qui était extrêmement savante, il y avait tous les thèmes des paysans. Et là, sur ce thème de la nature, je trouvais que c'était intéressant aussi de travailler sur la nature dans les livres sacrés, dans la Bible, dans le Coran. Et là, vous avez des descriptions de désert, par exemple. Oui, là, c'est le sable qui sert un peu de fil rouge à cette Voilà, exactement. à cet Ou les orchestre. jardins persans, ou les jardins de Babylone, etc. Et dans cet orchestre, c'est absolument étonnant parce que c'est plutôt l'illustration, c'est des thématiques autour du désert. Alors, j'adore cette musique, au fond, qu'on appelle arabo-andalouse. On mélange un orchestre traditionnel avec tous les instruments arabes, avec les chanteurs. C'est une musique de plaisir et en même temps, c'est une musique extrêmement élaborée. Et les chanteurs qui vont venir et les joueurs de kamanché ont fait venir ce qu'il y a de mieux à Jérusalem actuellement pour cette musique. Et alors, ce qui est très étonnant aussi, parce que dans cet ensemble, vous avez des musiciens israéliens, vous avez des musiciens aussi palestiniens, et il va y avoir des rencontres absolument étonnantes. C'est un orchestre pour la paix qui a reçu des prix dans ce sens-là aussi. Oui, exactement. Et je pense que le public va être extrêmement étonné de découvrir cette musique, et elle a vraiment sa place à la folle journée. Autre étonnement, peut-être les maîtres tambours du Burundi, qui illustrent aussi une musique traditionnelle des bergers du Burundi, qui a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui, eux, évoquent la région des Grands Lacs. On les écoute ?
Là, encore une fois, une proposition originale. Oui, mais là aussi, c'est une musique qui est extrêmement liée à la nature, puisque avec cette musique, avec tous ces rythmes, c'est les hommages aux semailles, c'est les hommages aux moissons, c'est les hommages aux vaches. C'est-à-dire que c'est vraiment la musique traditionnelle et chaque morceau est vraiment un témoignage absolument bouleversant sur la nature et c'est pour ça sur que la terre je les invite. nourricière, un peu Voilà, aussi, exactement. hein. On est un peu dans Et, cette... et c'est vrai qu'on a tous les continents cette année. On a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Europe. On a l'Asie aussi, hein, voilà, on l'a. C'est Tsuru no Sugomori, c'est ça? Oui. C'est le titre d'une œuvre interprétée par Kifu Mitsuhashi. Je mets note quand même. Là, vous parliez de votre bestiaire. Ça s'appelle en fait la grue dans son nid. Ça signifie en français. Donc, ça évoque évidemment les oiseaux. On regarde un extrait. Alors, on le sait, la folle journée, elle a aussi lieu à Tokyo. C'est aussi en allant à Tokyo que vous ramenez des idées pour la folle journée nantaise? Oui, au fond, quand vous allez au Japon, si vous avez la chance d'aller dans ce pays, vous vous apercevez que la nature est présente partout, que les jardins, la moindre petite parcelle dans une rue, un petit coin de jardin, il est vénéré, il est travaillé quasiment toutes les semaines. Et toute la musique traditionnelle, c'est un témoignage bouleversant pour la nature. Et ce maître, c'est un maître, il fait partie des très grands musiciens traditionnels. C'est plutôt un instrument qui, d'ailleurs, il va parler, il va expliquer son instrument. Et là, on illustre surtout le vent. Et puis il y a beaucoup de musiciens japonais qui viennent cette année, dont les grands tambours aussi japonais. Donc il va y avoir beaucoup de surprises aussi. Beaucoup de voyages. Et beaucoup de voyages pendant cette Finalement, folle dans cette journée. édition. Il y a aussi des propositions assez originales, notamment un spectacle conçu avec Hubert Reeves, l'astrophysicien, et l'ensemble Calliope. C'est un spectacle qui s'appelle Cosmophonie, qui fait se rencontrer la création de l'univers, comme on le devine sur ces images, et la création musicale. Alors, on connaît tous l'astrophysicien qui est un conteur merveilleux, qui est un savant merveilleux, mais on connaît beaucoup moins sa passion pour la musique. D'ailleurs, tapez Reeves et Mozart, vous allez voir, il a écrit des textes bouleversants sur Mozart. Et surtout, il dirige un chœur. Et c'est sa deuxième passion, je pense. Après le cosmos, c'est la musique. Et donc, ça me semblait intéressant de présenter cette proposition parce qu'il est entouré d'un ensemble instrumental qui vont jouer d'ailleurs que des musiques du XXe siècle, des musiques de Pierre Boulez, des musiques de Olivier Messiaen, de Tristan Muraille. Et puis lui, il va compter ces images aussi qui sont ses propres images sur le cosmos. Donc c'est un voyage aussi, alors là, dans un autre univers et qui sera aussi, je pense, une belle proposition. Oui, qui sera un beau rendez-vous, évidemment. Et puis, alors, c'est aussi une volonté de la folle journée depuis plusieurs années déjà. Tout ne se passe pas à la Cité des Congrès. On sort des murs, on va au lieu unique, c'est encore aussi le cas cette année. Et puis, petite nouveauté, on va au Jardin des Plantes. Cette année, ça semble assez naturel vu le thème, voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Et puis on est sur un concert en fait qui est une proposition de Boris Jolivet qui est proposée 4 fois par jour. Donc c'est une expérience assez unique puisqu'on va proposer au public en fait d'avoir les yeux bandés et de se laisser porter en fait par les bruits qu'ils vont entendre. Donc c'est 45 minutes de découverte et vraiment d'appropriation des sons, des sensations. Donc une belle expérience. Dans une toute petite jauge, là, pour le coup, parce que ça se passe dans la serre des Palmiers. Oui, les arbres tropicaux, donc on est 48 places. Donc c'est vraiment un moment assez privilégié. Assez intimiste, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Avec un audio naturaliste, on a vu sa photo, justement, on le voit à l'œuvre en train de récolter les sons. On va entendre des bruissements d'ailes de papillons, des bruits de torrents. On est dans la nature à l'état brut. Oui, la fonte des glaciers, on va entendre des choses absolument inimaginables, avec une spatialisation aussi étonnante. Donc, vous allez entendre à vos pieds tout d'un coup des sons en se disant, mais je suis entouré de bestioles, et puis tout d'un coup, imaginez que vous êtes assis dans une forêt absolument merveilleuse, et là, vous avez tous les bruits de la nature. Et ça correspond aussi, cette envie de sortir des murs, à une volonté politique. La maire de Nantes l'exprime aussi dans ses vœux aux institutions là, en début de semaine. C'est-à-dire, voilà, la folle journée doit aussi conquérir un nouveau public. C'est l'objectif, encore une fois, cette année. Alors,
au-delà de conquérir un nouveau public, c'est aussi se décliner sur le territoire de la métropole, d'où le fait qu'il y ait aussi des concerts qui seront proposés le mercredi 3 février, en fait, soir de lancement de la folle journée de Nantes. Et on aura 7 communes qui accueilleront le même concert, en fait, qui sera joué de façon simultanée à Nantes. Donc c'est aussi ça, c'est permettre finalement à un public qui peut-être ne viendrait pas jusqu'à la Cité des Congrès, en tout cas, d'aller sur son territoire et lui proposer de participer à la folle journée. Il faut avoir un don d'ubiquité pour faire ça. Il faut multiplier les personnes sur 7 territoires. C'est au moins multiplier les artistes et puis être sur, pour cette année, en tout cas, ce que l'on a proposé, c'est la sonate au clair de lune de Schubert avec évidemment un pianiste à chaque fois, de façon, je dirais, à être sur une première expérience, parce que c'est clair que c'était difficile pour nous de déplacer des orchestres. Voilà. Évidemment. Et on trouve des lieux dans toutes les communes, justement, pour accueillir ce genre de formule. Ça n'a pas été compliqué? Non, pas du tout. En fait, beaucoup de communes étaient candidates et elles sont en général très bien équipées, voire ont des équipements très récents. Donc c'était plutôt agréable, en fait, comme visite. C'est pas le piège, mais c'est quoi ces communes? Quelques exemples? Alors, Boye, Basse-Goulaine, Carquefou, Couëron, Orvaux et Mauves-sur-Loire. Voilà, les 7 communes, et il y en aura d'autres pour les éditions précédentes, prochaines. Pardon. Le Jardin des Plantes aussi, accueillir un concert dans une serre, ça pose aussi des questions d'acoustique. On sait que ça, des fois, c'est un petit peu compliqué. Ça fonctionne bien? Oui, parce qu'au fond, là, nous avons des enceintes pour diffuser la musique. Donc là, on peut contrôler complètement le son. On peut créer un son pour la serre. C'est différent. On mettrait un instrument vivant, ça serait plus compliqué. Mais un instrument à cordes, le flûtiste japonais pourrait jouer dans la serre, je pense. Parce qu'elle est assez réverbérée. Mais mettre un piano, c'est plus compliqué. Tandis que là, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut diffuser de la musique d'une façon absolument étonnante. Petite mention aussi, c'est toujours le clin d'œil pendant la folle journée, mais les salles sont rebaptisées à la Cité des Congrès. Donc là, cette année, évidemment, on a tout un tas de jardiniers et de botanistes. Voilà, on va aller dans la salle. Le nôtre. Notamment le nôtre, par exemple. Oui, je trouvais c'est difficile J'aime beaucoup aussi que les salles soient baptisées. On transforme le lieu aussi dans un autre univers. Et puis, comme les conférences aussi, on va avoir des conférences absolument étonnantes aussi, avec des spécialistes de la peinture, des spécialistes de la musique, mais aussi avec des passionnés. Par exemple, il y a un chirurgien nantais qui s'appelle Jean Bailly, qui est passionné de la nature, passionné des oiseaux, et qui va faire une présentation, une conférence sur cette passion absolument étonnante. Donc, c'est vraiment d'autres rencontres aussi pendant cette folle journée. Alors, il nous reste quand même 1 minute pour donner aussi les informations pratiques pour cette folle journée. Il y a un site internet qui s'affiche actuellement. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation. Elle est évidemment très copieuse, comme à chaque fois. Il y a 310 concerts et 1800 artistes. Donc, si vous voulez un petit peu trouver votre bonheur, avant de faire vos réservations, donc demain, avec l'ouverture de la billetterie, ça se passe dès 9h sur internet et à la Cité des Congrès. Ce sera jusqu'à 20h demain à la Cité des Congrès. Et sachez aussi que les prix sont abordables, puisque les tarifs sont entre 7 et 28 euros. Mais le prix moyen d'un concert, c'est 15 euros. Voilà, c'est ça, les tarifs abordables. Oui, je pense que c'est abordable. Voilà, pour que tout le monde puisse profiter. Voilà, et puis alors, vous avez surtout la folle journée, un kiosque qui est le cœur comme une place de village. Et là, vous pouvez rester toute la journée. Vous achetez un billet pour un concert et vous pouvez rester toute la journée, écouter des artistes merveilleux. Les tambours de Burundi vont se présenter à chaque fois sur ce kiosque. On peut rester un petit moment dans cette Cité des Congrès. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de participer à cette folle journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Télé Nantes.